3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous ce soir, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Bonsoir. Président de YAM Capital, et Vincent Chéniaud avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Avant d'accueillir, de souhaiter bienvenue à 2023. Un mot quand même des enseignements qu'on peut retirer de 2022 et de cette fin d'année assez inédite sur le plan des dynamiques de marché. Vincent, je constate dans la partie obligataire qu'il y a quand même un soulagement d'avoir la confirmation maintenant que le pic d'inflation aux États-Unis notamment est derrière nous. On voit les taux courts américains qui se stabilisent, les anticipations de taux terminal de la Réserve fédérale américaine qui bouge de moins en moins et qui se stabilise autour de 5% depuis quelques semaines maintenant. J'allais dire que cette partie-là est gagnée, entre guillemets. Quand on regarde la courbe des taux aux États-Unis, et en Europe évidemment également, on voit déjà que le marché anticipe alors ce qu'on appellera un affaiblissement conjoncturel, peut-être une récession avec une inversion généralisée désormais du 3 mois au 10 ans sur la partie américaine. Puis à côté de ça, on a des marchés actions qui offrent quand même un rallye d'automne assez spectaculaire, emmené par les marchés les plus industriels, les plus cycliques, les plus value, du Japon à la Chine, en passant par l'Europe, et on peut citer le Dow Jones américain parmi les indices majeurs aux États-Unis. Et sur le plan de l'activité, là aussi une forme d'ambivalence avec des enquêtes différentes entre les services et l'industrie, mais c'est vrai que les enquêtes industrielles sont assez négatives pour la suite, mais dans le même temps, des entreprises qui sont loin d'avoir capitulé, notamment dans le secteur industriel. L'exemple qui m'a marqué cette semaine, c'est le discours d'une entreprise comme Michelin, alors qu'on est peut-être déjà en récession en zone euro. Michelin qui prévoyait de demander à 1200 de ses salariés dans les usines de partir dans le cadre d'un plan de départ volontaire qui a été annoncé il y a déjà quelques mois, est en train de nous dire, écoutez, récession ou pas récession, les 1200 gars à qui j'avais demandé de partir, finalement, je vais leur demander de rester. En tout cas, pour une partie d'entre eux, pour la moitié d'entre eux. Parce que moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de produire et de livrer mes clients que j'ai pas pu livrer pendant des mois et des trimestres. Alors, ça donne l'idée qu'il y a quand même quelques contradictions peut-être à résoudre dans ces marchés globaux tels que je viens de le présenter, Vincent. Qu'est-ce qui relève pour vous des signaux directeurs forts sur lesquels on peut s'appuyer en termes de tendance et du bruit ou des bruits qu'il faut peut-être mettre de côté et éviter? Non, vous mettez le doigt sur des points très importants, et notamment une forme de dissonance. Alors, je dirais que le 4e trimestre ne sauve pas une année 2022 assez désastreuse. Elle réduit un peu les dégâts. Mais c'est vrai que le marché se réjouit, aussi bien le marché obligataire du reste que le marché des actions, se réjouit qu'on ait passé un certain nombre de pics. Probablement le pic de l'inflation aux États-Unis. Probablement, c'est moins sûr, mais probablement le pic du dollar également. Certainement, le pic sur la volatilité de taux, puisque, comme vous le dites, à mesure où on s'approche de la fin du cycle de hausse des taux, la volatilité de taux va baisser cette année, va baisser l'année prochaine, et ça a été cette année un driver essentiel de l'ensemble de marchés. Et on a probablement passé le pic des confinements également en Chine, puisqu'on a en Chine un assouplissement de cette politique zéro Covid qui a fait beaucoup de dégâts sur l'économie. Donc, ce rebond est légitime, il est quand même assez surprenant de mon point de vue, parce que de l'autre côté, on a un marché qui fait preuve d'une certaine complaisance, à mon avis, sur les perspectives économiques. C'est-à-dire que le scénario qui est en train de s'installer, c'est quand même un scénario assez parfait dans lequel l'inflation rebaisse assez rapidement, suffisamment rapidement pour que la Fed, dès l'été ou l'automne prochain, commence à baisser ses taux, et malgré une économie qui résiste et qui éviterait la récession. C'est un petit peu le scénario qui s'installe dans le marché, avec une certaine dissonance en effet, puisque d'un côté, les courbes de taux qui sont très inversées nous donnent le signal d'une récession. Mais par contre, si vous regardez les anticipations de profit des entreprises et le comportement des marchés d'actions avec des multiples qui sont en train de se reprendre, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc je pense qu'il y a une certaine dissonance. Alors effectivement, il y a des éléments qui peuvent nous laisser penser qu'on va éviter une récession très dure, notamment l'excellente résistance du consommateur américain, le fait que les marges des entreprises soient très élevées, ce qui offre quand même un peu un coussin de sécurité.
Mais je pense quand même que le marché devient un peu trop optimiste sur les perspectives de croissance. On a un secteur manufacturier qui déjà, si on regarde les données, est en souffrance. Et les indicateurs précurseurs nous disent que les tensions à la baisse sur le secteur manufacturier vont s'aggraver. Et en général, ça a tendance à progressivement toucher les autres secteurs. Donc je pense que de l'économie. Donc je pense que les risques sur la croissance sont à la baisse, assez nettement. Et autant je suis confiant que la volatilité taux va continuer à baisser, autant je ne suis vraiment pas certain que cette embellie sur les marchés d'actions va se poursuivre. Je pense qu'on va voir en 2023 un changement des corrélations. 2022 a été totalement dominé par la politique monétaire. C'est ce qui explique la corrélation positive entre les bonds, les obligations et les actions. Je pense que 2023 sera différent et davantage focalisé notamment sur la situation cyclique. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'il y ait une forme de... Parce que tout le pessimisme qu'on avait embarqué en 2022 a été déjoué en grande partie, et notamment en Europe. On a encore une perspective de croissance au 4e trimestre pour la France, par exemple. L'Allemagne n'a pas craqué. Alors, évidemment, tout ça a été soutenu à coup de déficit budgétaire et de dette pour demain. C'est un autre sujet. Est-ce qu'il est légitime de reporter tout le pessimisme qu'on avait pour 2022 sur 2023 ? Ou est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'il y a peut-être un excès, une bulle de pessimisme qu'on peut peut-être noter dans certaines enquêtes d'ailleurs, qui peut à un moment se dégonfler. Les derniers PMI en Europe n'étaient pas aussi catastrophiques que ça, finalement. Là, je voyais l'enquête du Michigan sur le consommateur américain, ça y est. Oui, ça reste très bas, mais on n'est plus sur les points bas qu'on a pu atteindre, par exemple, en matière de pessimisme, il y a quelques mois encore. Ouais. Alors, c'est vrai que l'économie, globalement, a bien résisté. Le consommateur américain outre-Atlantique a vraiment puisé dans ses réserves, dans l'épargne, pour faire face à une chute historique du revenu disponible réel, puisqu'on est sur la chute probablement la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc le consommateur américain a puisé dans ses réserves. En Europe, on fait face à un double choc, resserrement de la politique monétaire, globalement, mais également choc énergétique. Alors c'est vrai que des mesures très vigoureuses ont été prises pour très rapidement réorganiser la chaîne d'approvisionnement sur l'énergie. Les gouvernements ont mis en place des politiques pour réduire un peu le choc sur le consommateur, sur les entreprises. Et au total, l'économie résiste assez bien. Bon, ceci dit, je pense que ce qui a contribué également à l'embellie, c'est le fait que les prix du gaz naturel ont beaucoup baissé cet automne, avec des températures qui étaient très clémentes. Là, on est en train de changer. Et encore une fois... Regardez comment ça date. La demande de consommation d'électricité a baissé de 10% en France en novembre. C'est pas... Alors, il y a sans doute les prix, la destruction de la demande, mais il y a aussi des efforts. En Allemagne, 2/3 des industries, Fédération industrielle allemande, 2/3 des industries ont baissé leur consommation de gaz sans baisser leur production. L'Europe a baissé de 1/4 sa consommation de gaz en novembre par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Oui. On s'adapte très vite. Encore une fois, les températures ont joué globalement, mais c'est vrai qu'il y a probablement des gains d'efficience assez importants. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'insisterai quand même sur le fait qu'on n'a pas un tel resserrement des conditions financières sans avoir un choc sur l'économie. Et en particulier, je regarde très près les enquêtes auprès des banques, aussi bien de la Fed que de la BCE. Les standards de crédit sont en train de se resserrer très fortement. En général, c'est un signal précurseur sur l'économie qui ne trompe pas. Donc je crois qu'on est en train de baigner dans une sorte d'optimisme sur un scénario un peu idéal de baisse de l'inflation et de très bonne résistance de l'économie qui me semble un peu optimiste. Ouais. Christian, vos commentaires. C'est une autre manière de redire les choses. Moi, ce qui me marque sur les marchés, c'est de voir Caterpillar qui, en 1 mois et demi, 2 mois, passe du plus bas au plus haut. Et encore une fois, Michelin qui nous dit, moi les gars, je ne vais pas les virer. Parce qu'il faut que je produise. Peut-être que les nouvelles commandes seront moins dynamiques. Peut-être que la demande va s'affaiblir et que j'aurai moins de commandes, de prise de commandes dans les prochains mois. Mais tout ce que j'ai engrangé, même s'il y a des commandes qui sont peut-être passées en double et qui vont disparaître, il faut quand même que je produise, quoi.
Oui, alors C'est un énorme soutien. Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de classique. C'est-à-dire qu'on va vers une récession, moi je reste sur ce scénario-là, mais avec des éléments qui sont très atypiques à quelque chose de classique. Parce qu'on a eu des chocs, on a eu un double choc, qui est le Covid et la crise énergétique, qui étaient des chocs exogènes, pas endogènes à l'économie. La guerre en Ukraine, c'était vraiment quelque chose d'exogène. Et ça induit des mouvements qui ne sont pas classiques. Alors, je vous prends un exemple, l'investissement. Aujourd'hui, vous avez une partie de l'investissement qui va être forcée. C'est-à-dire que vous soyez rentable ou pas, la priorité d'une entreprise aujourd'hui, c'est de réduire dans ses process de production la consommation d'énergie. Donc ça veut dire qu'on va investir pour réduire ça, rien que pour rester en survie. Donc c'est comme au moment du Covid, on pouvait s'attendre à un effondrement de l'investissement, de tout l'investissement des entreprises, et finalement on a eu quelque chose qui a tenu, qui est l'investissement pour faire le télétravail. Et donc on a investi dans les serveurs. Donc aujourd'hui on a cet investissement. Je pourrais vous prendre aussi des investissements entre guillemets, pas forcément très joyeux, qui est l'investissement dans la défense. Donc on a un secteur de la défense qui va très bien se comporter l'année prochaine. Défense, cybersécurité. Il y a des secteurs qui vont forcément être... Alors c'est tout le problème qu'on a. C'est-à-dire que c'est pas une récession classique. Donc on est dans un scénario en K. C'est ce que je dis souvent, c'est la lettre K, c'est-à-dire que vous allez avoir des secteurs qui vont être booming, qui vont très très bien se comporter, et d'autres qui vont commencer à vraiment chuter, qui vont payer très fort. Alors je prends une statistique qui a été publiée cette semaine, ça tombe bien, c'est la production industrielle en Allemagne. Si vous prenez la production industrielle totale en Allemagne sur un an, je le fais volontairement sur un an pour un peu lisser tout ça, vous êtes stable. Donc c'est pas la cata, mais vous êtes stable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Desatis nous donne le calcul des secteurs qui sont les plus sensibles, les plus consommateurs d'énergie. C'est à peu près 16% de l'indice global. Et là, vous êtes à moins 3,2. Donc il y a bien des secteurs qui sont déjà en récession, qui sont déjà en contraction. Après, il faut rajouter tous les secteurs qui vont être atteints par le durcissement des conditions financières. Ça a été évoqué. Je pense notamment au secteur de la construction, des secteurs qui sont appelés quand même à se dégrader. Il va y avoir quand même des... Alors pareil, dans le secteur de la construction, je vais vous dire, je ne mettrai pas un centime dans tout ce qui est promotion immobilière, dans le neuf. Par contre, dans tout ce qui est rénovation énergique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir peut-être... Tout ce qu'on n'a pas fait depuis 10 ans. Des gens va falloir qui le vont faire souffrir. maintenant. Vous allez avoir forcément un secteur de l'immobilier neuf qui va souffrir. À l'inverse, tout ce qui est matériaux de construction qui va moins souffrir. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le côté blanc ou noir. Et si on était dans une récession classique, je vous dirais, le secteur de la construction vendait tout. Mais c'est pas le cas. Faut regarder un peu plus dans le détail. Donc, on est dans ces phénomènes-là, mais on a quand même des petits éléments un peu de crainte à avoir. Je vous prends un exemple. Les ménages ont énormément consommé de biens à la sortie post-Covid. Et d'ailleurs, le secteur des biens en a bien profité puisqu'on a eu une vraie inflation des biens. Là, par contre, je peux vous dire, dans les prochains mois, il y a quand même un vrai cycle. Par exemple, un cycle des biens durables. Vous n'avez pas continué à acheter des voitures neuves. Donc oui, ils ont des carnets de commandes pleins. Oui, on a des problèmes de livraison. On a des voitures qui s'entassent sur les parkings parce qu'on n'arrive pas à livrer à temps les gens. Donc ça va falloir désengorger tout ça. Mais derrière, on se dit qu'il y a quand même un effet force de rappel parce qu'on ne va pas consommer autant de voitures et autant de biens. Et les constructeurs automobiles qui ont vraiment vendu plus de véhicules haut de gamme, à un moment donné, ça va se retourner. Donc il y a quand même toute une partie de la consommation qui va se retourner. Parce que, tout bêtement, il y a l'effet inflation plus l'effet saturation et renouvellement. Oui. Par contre, quand on regarde la consommation, on a aussi des postes de consommation qui sont très inférieurs à ce qu'on consommait avant 2019. Je pense par exemple à tout ce qui est tourisme, voyage. Donc on pourrait avoir quelque chose qui est complètement irréaliste, c'est qu'on a des secteurs qui se comportent très bien l'année prochaine parce qu'on n'est pas revenu au niveau 2019 et donc les gens ont envie de partir en vacances malgré tout ce qu'on dit. Il y aura des secteurs qui sont tellement tombés bas et qui sont pas revenus à leur niveau qui vont avoir de la croissance alors qu'on parle de récession, et des secteurs par contre qui vont peut-être connaître leur pire récession de leur histoire parce qu'ils ont eu une demande qui était au-delà de la tendance de long terme, ils ont eu un boost énorme, et là on est sur un retournement. Alors je vous parlerai par exemple d'équipement de la maison. S'il s'agit de revenir à la tendance de moyen terme, ok, ça s'appellera peut-être récession on va payer, moi je pense. Donc ce sera un contre-coup plus violent encore. Un exemple qui va vous parler, des groupes par exemple dans tout ce qui est équipement de la cuisine. Tout ce qui est cuisiniste, tout ce qui est électroménager, ils ont eu un boom énorme. Sauf que là, on a le recul des ventes de maisons neuves. Et en général, on investit dans sa cuisine quand on achète une maison. C'est quand même assez corrélé. Donc il y a le boom de l'immobilier qui est en train de se retourner véritablement. Et en plus, on a eu une consommation totalement hors norme. Donc il y a des phénomènes. Alors c'est là où on a un problème.
parce que tout le monde ne va pas dans le même sens. Et encore une fois, l'un des éléments clés pour l'année prochaine, c'est cette histoire du cas. Il va y avoir des écarts très forts. Alors après... Vrai aussi dans le marché ou pas, Christian? Alors, parce que ce que vous venez de citer, j'ai en tête Seb. Seb, ça a été un crash tout au long de l'année. Je veux dire, le marché a déjà anticipé beaucoup de très mauvaises nouvelles sur Seb. Je prends l'exemple. Les promoteurs immobiliers cotés, c'est pareil. Je veux dire, c'est un secteur qui s'est fait dézinguer tout au long de l'année. Est-ce qu'on n'a pas déjà anticipé du point de vue du marché? Est-ce qu'on n'a pas déjà anticipé toutes ces mauvaises nouvelles? Il y a tout ce problème. Pour la récession, la plus télégraphiée de l'histoire. Par rapport à ce que je viens de dire, il y a deux problèmes. C'est est-ce que les secteurs qui chutent vont pas entraîner le reste? Parce que vous avez quand même un vrai risque d'avoir des licenciements, un marché du travail qui se dégrade. Et n'oubliez pas qu'un des éléments, alors il y a plusieurs éléments, mais un des éléments de résistance de la consommation, c'est que vous aviez, première chose, et ça a été dit, vous aviez une baisse de votre salaire réel. On a perdu tous en pouvoir d'achat. Mais on avait plus de gens qui travaillaient. Et les créations d'emplois ont été très fortes. Oui. Par contre, là, on va avoir quand même ce retournement du marché du travail. Et il ne faudrait pas que ce retournement du marché du travail entraîne véritablement toute l'économie derrière. Donc ça, c'est quand même un facteur de risque. Ça, c'est plutôt macro. Et puis au niveau micro, là, on va avoir des vraies surprises. Parce que des gens qui avaient du pricing power aujourd'hui, ils n'en auront peut-être pas demain. Donc des gens qui ont pu monter les prix, qui ont alimenté l'inflation. Et je pense que tout le secteur des biens va vraiment souffrir. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment des mauvaises surprises sur les marges. Et donc je pense que globalement, alors si je dois raisonner globalement, c'est bien. Ceux qui ont abusé des hausses de prix cette année seront sanctionnés l'année prochaine. Lourdement. Très fair, je par trouve. Exemple, je prends un exemple Coca-Cola. Coca-Cola qui a pu monter ses prix de 19% en Europe. Oui. Je vois pas quelque chose de tenable. Ça va être compliqué de refaire 19% de hausse. Et bien, s'ils sont allés trop loin, ils seront punis l'an prochain. Et je pense que ce qu'on mesure mal actuellement et ce qui va vraiment se passer, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation touche de plein fouet la classe moyenne. C'est vraiment la classe moyenne qui est la plus affectée. Et il va y avoir ce qu'on appelle l'effet sablier. C'est-à-dire c'est vraiment la classe moyenne qui va aller vers le low cost, qui va aller vers véritablement les biens les moins chers. Il va y avoir une vraie pression. Et toute la pression vraiment de l'inflation qu'on a, elle va vraiment se traduire. Donc il y a plein d'incertitudes, à mon avis, sur plein de secteurs et sur les marges. Donc deux choses, encore une fois pour résumer. Attention que les mauvais secteurs n'entraînent pas les bons. Il y a quand même cet effet un peu d'entraînement. Et puis, attention aux mauvaises surprises. Et il va y avoir pas mal de mauvaises surprises, à mon avis, sur les marges pour l'année prochaine, avec cet effet inflation qui va rattraper le consommateur et qui va le rattraper dans son comportement de consommation. Yves, vos commentaires sur cette discussion et ces contradictions et les questions ou les réflexions que vous pouvez avoir en vue de 2023. Difficile d'avoir réponse à toutes les questions à ce stade, bien sûr. Pour reprendre ce qui a été dit par mes deux partenaires de discussion et qui ont bien planté le décor, je dirais en résumé que les choses sont très difficiles à appréhender par rapport à ce qu'on a pu connaître en termes de cycle passé, sans remonter loin dans l'histoire. D'abord parce qu'on a eu une accommodation monétaire extraordinaire depuis 15 ans, qui s'est accélérée avec la crise sanitaire il y a 2 ans et qu'on vit encore dans cet environnement. Puisque finalement, le resserrement monétaire auquel on assistait, surtout aux États-Unis, est finalement à relativiser eu égard à ce qu'on constate en termes d'évolution des prix. Donc finalement, il est encore quelque part modeste, si je me place sur une considération plus monétariste de ce qu'on devrait faire pour rétablir une vérité des prix sur le marché de l'argent. Et puis deuxièmement, ce qui était mentionné par Christian, en fait, on peut le résumer par le fait que l'interventionnisme a été énorme, et pas seulement en Europe. D'ailleurs, on voit ces divergences entre discours et pratiques des banques centrales et puis ce qui se passe au niveau des budgets qui sont votés. Et qui finalement, en fait, ces interventions massives qui créent ces dissonances en termes de comportement classique sur les différents secteurs et qui rend la visibilité, quand on regarde les choses au niveau sectoriel et microéconomique, beaucoup plus compliqué à analyser. Finalement, c'est une intervention globale de la sphère publique dans tous les secteurs de l'économie, avec en deuxième point, en fait, effectivement, comme ça a été mentionné, tout un pan de l'économie qui est tiré par des investissements forcés qui finalement, là aussi, retirent de ce qu'on avait pu connaître dans les décennies passées d'évolution classique de cycle. Ça, c'est pour l'aspect, j'allais dire, global, macro. Après, quand on regarde le marché financier et le marché des actions, la partie est encore plus compliquée parce que l'évolution macroéconomique dans son ensemble et puis ce que représentent en termes économiques les sociétés cotées, c'est encore autre chose. Tout ça, en termes de conclusion, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il va falloir plus que jamais regarder les choses, j'allais dire, par le bas, c'est-à-dire par la micro.
parce que le sort d'une entreprise, tant en termes de pratique de prix, je subis ou pas les effets coûts, je suis situé en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Et puis, si on rajoute à tout ça un troisième élément qui est lié aux fluctuations monétaires, en fait, fait qu'il faut vraiment regarder, même au sein d'un même secteur, les sociétés au cas par cas, plus que jamais. Voilà un petit peu comment moi j'appréhende les choses. Et c'est vrai que quand on les regarde d'un point de vue beaucoup plus macro, on constate des formes de dissonance, voire d'incohérence, et même entre les évolutions de classes d'actifs, d'ailleurs, en ce moment, depuis quelques semaines. Bon, on verra comment ces contradictions se résolvent l'année prochaine. Gardez la parole, Yves. Une des grandes questions de cette fin d'année et pour 2023, c'est comment la Chine va réagir. Et la Chine a déjà commencé à réagir sur le plan sanitaire avec une situation de tension sociale qui sans doute avait atteint peut-être ses limites. Ça a d'ailleurs été un exercice peut-être intéressant du point de vue du pouvoir politique à Pékin de tester les limites de tolérance de sa population à un certain nombre de restrictions sanitaires et sociales, avec une demande extérieure qui est en train de s'affaiblir assez nettement et qui a continué de porter la machine industrielle productive chinoise, y compris à travers cette année 2022. On a vu les exports de novembre qui se sont effondrés en Chine. C'est des bonnes raisons pour imaginer que la Chine va quand même bouger désormais. Oui, alors il faut toujours être prudent quand on parle de la Chine parce que c'est loin de nous. Et puis même quand on en est près, moi j'ai des contacts réguliers et je regarde ça d'assez près. En fait, on est toujours surpris. Là aussi, c'est un contexte très particulier depuis 2 ans. La crise sanitaire est partie de là-bas. N'oublions pas qu'on pensait que la Chine était mieux armée que l'Occident pour faire face à ça. Et en fait, c'est tout le contraire. Et c'est là où on voit les limites, d'ailleurs, de ce qui est mené en termes de politique. Parce que la Chine a... Je pense que parmi l'ensemble des problématiques qu'a la Chine et la perception qu'on en a, le problème sanitaire est essentiel. Donc, un début de réouverture... s'il doit réellement se matérialiser, est quand même une bonne nouvelle. Après, on va voir... Vous êtes encore prudent sur la séquence sanitaire chinoise ? Oui, encore prudent. Mais ce qui est vrai, et c'est très important, pour moi, les éléments, les grands drivers de 2023 vont évidemment être ce qui est en relation avec l'évolution des politiques monétaires et donc des niveaux d'inflation, le coût de l'énergie pour les entreprises, quand on regarde la micro, et la Chine. Parce que la Chine peut être un game changer en fonction de l'évolution de cette ouverture sanitaire et d'une éventuelle reprise de son économie, rapide ou pas. Parce que tout ça va avoir un impact, évidemment, sur le business avec le reste du monde, va avoir un impact sur la demande en matières premières, va avoir un impact sur le prix du pétrole. Et en fonction de ça, on va avoir évidemment des évolutions, des anticipations d'évolution qui peuvent être radicalement différentes tout au long de l'année 2023. Donc aujourd'hui, encore prudent, c'est vrai qu'on sent que le Congrès est passé et que là, il faut qu'il y ait une volte-face, j'allais dire, gérée harmonieusement pour ne pas perdre la face, mais que manifestement, on est un peu au bout de l'exercice, tel que se l'est fixé le pouvoir chinois avec ses différentes contraintes. Et ce qui caractérise la Chine, malgré tout, c'est un assez grand pragmatisme. Là, on constate que les choses ont été vraiment très mal faites. Donc on peut avoir un certain nombre d'espoirs, et aussi d'espoirs grâce à la Chine, pour l'année 2023, à mon sens, pour les partenaires extérieurs, et d'ailleurs pour les investisseurs étrangers qui s'intéresseraient à ce marché, qui a quand même des performances vraiment très mauvaises depuis 1 an et demi. Alors à noter d'ailleurs que depuis 1 mois et demi... Ça a repris 30%. On a eu sur des problématiques chinoises comme l'immobilier, ça va très vite. Voilà. Donc je ne saurais dire aujourd'hui, ce qui d'ailleurs dans ce mouvement de reprise a été anticipé par rapport à notre propos de discussion en ce moment. 20% de chômage chez les jeunes, situation de tension sociale peut-être inédite depuis longtemps en Chine. Et donc, les autorités sont obligées de bouger, avec en plus le dernier déclencheur de l'affaiblissement de la demande mondiale avec la chute des exports chinois qu'on a pu voir au mois de novembre. Est-ce que la Chine peut être un joker important dans le paysage global macro pour 2023 et dans le paysage de l'investissement également, Vincent ? Oui, je pense. D'ailleurs, nous avons des prévisions de croissance pour la Chine l'année prochaine à 4,8%, qui sont donc plutôt au-dessus du consensus, avec cette idée que... effectivement, ils sont en train de sortir de la politique zéro Covid. Alors,
Ça ne va pas se faire facilement. On a beaucoup de discussions sur le fait que le nombre de cas pourrait exploser cet hiver avec des dommages assez importants et une pression insoutenable sur le système de santé. Donc ça ne va pas être linéaire. Mais je pense que clairement, ils ont la volonté de sortir de cette politique zéro Covid. On peut penser qu'après 3 ans de pandémie, ils vont quand même y arriver. Ouais. Donc je suis relativement optimiste sur cette question. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes de l'économie chinoise vont disparaître. On sait que le secteur de l'immobilier, de la construction notamment, est en souffrance et va rester en souffrance. Mais si on regarde cette politique Covid, plus le fait que l'impulsion du crédit est en train de s'améliorer très sensiblement, je pense qu'on peut être raisonnablement positif. Alors, nous sommes plutôt surpondérés en recommandations sur les actions chinoises. C'est un marché qui est très peu cher. Évidemment, c'est un marché très risqué parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès qui est le changement réglementaire qui vient du gouvernement chinois et de façon parfois assez inattendue. Et puis, on a très clairement le risque géopolitique. Je crois que 2022 aura été un véritable tournant. On est en train de passer à un ordre mondial nouveau, multipolaire, et les Américains font une pression assez considérable sur les pôles opposés. La Russie, bien évidemment, mais également la Chine. Et on a vu récemment les sanctions, les restrictions concernant les exportations américaines de semi-conducteurs vers la Chine. C'est un développement considérable, très important. On voit également que les Américains prévoient une enveloppe de 10 milliards de dollars pour soutenir Taïwan au niveau militaire, ce qui irrite considérablement la Chine. Il y a ce risque de mouvement de la Chine vers Taïwan. Alors, je ne pense pas que ce sera une invasion à la russe. Ce sera plutôt des initiatives économiques. Mais on a quand même un environnement géopolitique qui change avec la Chine qui est un focus majeur pour les Américains. On peut espérer qu'il y ait dans cet affrontement séculaire Chine-États-Unis, on peut espérer quand même que l'idée d'une petite parenthèse, d'une pause, je sais pas comment dire, d'un time-out, d'une certaine manière, qui puisse durer un peu. On a vu une rencontre, Xi Jinping, Joe Biden. On se dit que les Chinois n'ont peut-être pas envie de gâcher leurs efforts de relance avec une géopolitique ou des tensions qui viendraient annihiler les efforts économiques d'une certaine manière. Ouais. Non, encore une fois, le scénario central, c'est celui d'un scénario un peu plus positif en Chine. Et ce qui met en évidence d'ailleurs la désynchronisation des cycles, puisque en Europe, on entre en récession. Alors, on n'en est pas certain. C'est vrai que les PMI donnent une image peut-être un peu trop pessimiste depuis un certain temps. Mais en tout cas, on flirte avec la récession. Les États-Unis devraient tenir au moins jusqu'au printemps. Et la Chine repartir l'année prochaine. Donc, on a une forme de désynchronisation. En effet, bienvenue. Plutôt bienvenue. Plutôt bienvenue, en effet. D'accord avec ça, Christian? En net, la reprise chinoise, c'est bon pour nous, ça permet d'adoucir un peu éventuellement le choc de la récession pour l'Europe, pour les États-Unis, même si la contrepartie, c'est peut-être des tensions ou des regains de tensions sur les matières premières. On a vu d'ailleurs les métaux industriels qui sont repartis. Bon, les cours du pétrole vivent une vie un peu différente, mais les métaux industriels, Dr Copper est quand même reparti ces dernières semaines. Ça peut être énorme, ça peut être une belle thématique d'investissement. Je vous prends juste un exemple. Je vous laisse imaginer si la Chine dit vous pouvez de nouveau voyager aux Chinois. Là, vous allez avoir un secteur touristique. Aujourd'hui, ils ont 0 Chinois à Paris. Je vous laisse imaginer si... Alors, il y a une enquête qui a été faite. La question, c'est combien de temps ils vont continuer d'interdire aux Chinois de voyager, c'est plutôt ça la question. Donc il y a une enquête qui a été faite et seulement 50% de ceux qui voyageaient avant sont prêts à revoyager. Mais je vous laisse imaginer, on passe de 0 à la moitié de ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est une thématique, ce qui fait qu'on pourrait avoir un secteur du tourisme qui se comporte très très bien alors que ça va mal en Europe. Donc vous voyez, il peut y avoir des thématiques à jouer. Alors moi je mettrais juste 2 éléments, mais c'est très difficile aussi à évaluer. C'est la crise immobilière en Chine. C'est vrai que là, le gouvernement fait tout. On essaie de ramener la confiance, d'aider les promoteurs,
promoteurs. Mais le gros problème, c'est que c'est compliqué pour l'État central de relancer l'immobilier, puisque l'immobilier est quand même géré au niveau des provinces. Tout ce qui est recettes fiscales liées à l'immobilier, c'est les provinces qui le gèrent, et c'est aux provinces d'aider le secteur des promoteurs immobiliers. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes, parce que je ne crois pas du tout en statistiques officielles. Je pense que l'ampleur du recul du marché immobilier est beaucoup plus violent que ce que laissent montrer les statistiques officielles. Et ce que j'ai un petit peu peur, c'est qu'on a quand même attaqué vraiment la confiance des Chinois vis-à-vis ce qui était devenu presque un produit d'épargne pour eux, puisque c'était un moyen d'épargner pour leur retraite, d'avoir un appartement qu'ils allaient louer, tout ça. Donc il y a quand même une vraie défiance qui pourrait se mettre en place, et surtout ça va être un vrai élément. Alors on l'a vu, quand il y a des crises immobilières, c'est des éléments qui vraiment pèsent durablement sur la consommation. Donc je dirais qu'il y a quand même ce bémol, parce que dans les hypothèses qu'on fait tous de redémarrage, il y a le rebond technique. On connaît bien, on enlève les mesures sanitaires, les gens en voyage, les gens consomment, donc il y a toujours ce rebond un peu technique, ça on va l'observer, c'est mécanique. Le côté revanche, voilà, un peu mécanique, mais derrière ce qu'on ne sait pas trop, c'est quelle sera la vraie dynamique des ventes au détail, quelle sera la vraie dynamique de la consommation. Est-ce que véritablement le comportement du consommateur chinois est peut-être durablement affecté? Le gouvernement peut faire plein de choses pour relancer l'immobilier, mais ce qu'on voit, c'est que, alors ce qui est un peu inquiétant, c'est que dans les provinces où on a justement un peu permis aux ménages d'emprunter plus, parce que vous savez, il y a des limites d'endettement, des choses comme ça, ils ont un peu joué là-dessus pour essayer de relancer, et la confiance ne revient pas. Donc est-ce qu'ils vont réussir à redonner cette confiance? Et ça se décrète pas. Ça se décrète pas à Pékin, et puis on dit achetez votre maison. Il y a eu quand même un vrai ça choc. peut se décréter, mais c'est pas évident que ça marche. Voilà, c'est pas du tout évident que derrière. On l'a vu avec la fin de la politique de l'enfant oui, la unique. natalité, voilà. Ils ont essayé. On décrète 2, 3 enfants, bon, toujours un, quoi. Ça fonctionne pas si bien. Donc c'est le seul bémol que je mettrais, et ça c'est un manque de visibilité énorme. Après, il y a aussi quand même, encore une fois, s'ils allègent les mesures, et puis derrière ils ont le système de santé qui tient pas, c'est quand même un facteur de risque. Donc il y a quand même pas mal encore d'incertitudes, et moi je suis quand même encore prudent pour l'instant. Il y a quand même des sources de déception. Yves, c'est un sujet, alors je ne l'ai pas mis dans la liste, mais je sais que vous êtes très pointu sur les questions crypto et de la technologie blockchain. Au regard de tout ce qui s'est passé, on ne va pas refaire toute l'histoire de 2022 qui n'est pas encore finie, puisqu'on verra si Sam Bankman-Fried va témoigner, comme on lui demande au Congrès américain la semaine prochaine. Est-ce que 2023 va être l'année du grand tournevis réglementaire sur l'univers crypto au sens large, notamment de la part des autorités américaines type SEC, qui n'ont pas fait grand-chose jusqu'à présent? Il y a beaucoup de volets sur la réglementation liée à quelque chose qui est lié à cette technologie blockchain, et qui est en train de constituer pas une nouvelle classe d'actifs, mais un nouveau support de transfert de valeur, donc qui est un sujet assez primordial en réalité, même si tout le monde n'en a pas forcément conscience dans le monde financier. En réalité, la réglementation, elle ne cesse d'essayer de s'adapter, et comme ça va très vite, évidemment, on sait très bien que le droit a toujours un train de retard. Là où la réglementation a beaucoup de mal, eu égard à cette technologie, ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on appelle la finance décentralisée, puisque là, on est typiquement dans un mode de transfert et d'échange de valeur qui n'est que très difficilement gérable par l'autorité. Et on voit bien toutes les problématiques auxquelles on a assisté, enfin en tout cas celle de cette faillite retentissante, est liée finalement à un point de centralisation qui ressemble à ce qu'on a pu connaître avec, dans toute l'histoire financière, des faillites de banques, des escroqueries, des schémas de Ponzi, sur des... Il n'y a rien de très disruptif dans la faillite de FTX par rapport à l'histoire économique et financière. Si ce n'est que c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Donc là, effectivement, la réglementation sur ces points de centralisation, de plateformes centralisées, peut évoluer. Et il y a beaucoup de débats aussi sur la nature juridique de ce qu'est l'actif numérique, avec une vision différente, par exemple, entre la France et les États-Unis. Donc tout ça, on ne va cesser d'en parler, à mon sens. Mais effectivement, quelques jours après la faillite retentissante et puis toutes ses conséquences, il est clair que là, dans le débat public, on dit tout ça, il faut le réglementer, il faut le surveiller parce que ça peut avoir un effet systémique. Bon, aujourd'hui, c'est une sphère qui n'est pas suffisamment importante pour qu'il y ait un réel effet systémique. Vu ce qui s'est passé. Mais ça pourrait le devenir. Et donc, effectivement, en amont, c'est un débat assez naturel et assez sain, finalement, de voir cette chose monter au niveau des autorités. Sachant qu'en plus, il y a tout un débat. Alors ça, c'est encore un
un dernier volet lié à l'utilisation possible de grands États souverains de mettre en place, on en avait déjà parlé, leur monnaie numérique, leur propre... Mais tout ça dans la perception et puis dans le mode de fonctionnement a des implications quand on parle de réglementation de l'actif numérique et des moyens d'y accéder, en fait, puisque la plateforme centralisée est un moyen d'y accéder, mais il y en a d'autres. Et là, ce seront encore des questions plus compliquées pour les régulateurs. Voilà ce que je peux en dire. En termes de prix, là, moi, je suis assez marqué. Alors, bon, évidemment, il y a eu la chute, mais 16-17 000 $ sur le Bitcoin, enfin, je veux dire, c'est défendu et ça semble très solide, malgré tout ce qui s'est passé. Oui, alors bon, on est encore sur un actif, une monnaie, si on croit qu'elle reprend toutes les fonctions de la monnaie, c'est encore un bébé très très jeune, qui fait ses preuves, qui tourne. Mais quand on regarde l'évolution des différents cycles qu'on a connus, de 4 ans, liés un peu à son algorithme et sa technologie, on repère des choses qui, pour l'instant, se répètent. Il y a des schémas, il y a des schémas. Alors, il n'y a que 4 cycles, donc ça n'a absolument aucune validité scientifique, mais on a toujours constaté des reculs d'environ 75 à 80% entre le top d'un cycle et son point bas. Donc là, c'est ce qu'on a fait, et tout ça se déroule en l'espace de moins de 18 mois, même 12 mois. Voilà. Après, sur les séquences de hausse, on constate aussi des progressions impressionnantes, mais de plus en plus faibles. Voilà. Donc, on peut. Alors, est-ce que le constat qu'on peut dresser le constat qu'on peut dresser aujourd'hui, donc c'est vrai que ce niveau est peut-être une des raisons pour lesquelles il est défendu. Bon. Peut-être sur des marchés plus traditionnels, Vincent, comment vous êtes positionné là pour cette fin d'année? Alors, je ne sais pas, la partie un peu tactique, si ça mérite d'être abordé. Et puis sinon, de quelle manière, avec quel type de positionnement on a envie d'entamer 2023 aujourd'hui? Alors, nous restons assez prudents après ce beau rallye de fin d'année. Nous restons assez prudents sur les actifs risqués. Donc, actions et notamment et surtout high yield qui... à notre avis, les spreads de high yield ne reflètent pas le risque de récession. Je pense que l'année 2023 pourrait être assez favorable pour le marché obligataire, notamment l'investment grade, qui nous semble offrir un couple rendement-risque assez intéressant. Je ne dis pas que ce sera une très mauvaise année pour les actions 2023. Je pense que là, le marché est en train de tracer une voie qui est très étroite, qui est celle d'une baisse de l'inflation et d'une économie qui résiste. La chute des prix de l'énergie, je pense, a eu un rôle, on n'en a pas discuté, mais également très important dans cette embellie. Donc le marché, à mon avis, extrapole un peu trop vite. Est sur une voie très étroite et instable. Je ne dis pas que ce sera une mauvaise année sur les actions sur l'ensemble de 2003, à mesure où on se rapprochera des baisses de taux de la Fed, ce que je vois plus fin 2023. Effectivement, on aura sans doute des opportunités. Si vous voulez commencer à prendre du risque, à re-risquer les portefeuilles, on en parlait tout à l'heure, éventuellement les marchés émergents me semblent offrir pas mal de valeur, surtout si on a passé le pic du dollar. Vous savez que historiquement, il y a une forte corrélation entre le dollar contre le devise émergente d'un côté et de l'autre, la performance relative des marchés actions émergents par rapport aux marchés développés. Et là, on est sur des niveaux de valorisation assez intéressants. On a également des opportunités sur les marchés de dette émergentes, en devises dures notamment. Dans les tendances de 2022, Christian, quelles sont celles qui sont amenées à s'éteindre? Quelles sont celles sur lesquelles on peut encore capitaliser là, pour 2023? Qu'est-ce qui fera la différence entre ces deux années? Ce qui jouera, moi, l'élément peut-être le plus important, c'est qu'on ne perdra peut-être pas de l'argent sur l'obligataire. Pas autant peut-être, parce qu'on a perdu beaucoup là. Oui, on va rester quand même sur des niveaux de taux longs relativement bas, parce que une partie qui explique, à mon avis, la déformation de la courbe des taux, c'est pas que des anticipations de récession, c'est aussi qu'on anticipe une désinflation. Mais oui. Et ça joue énormément. C'est le soulagement d'avoir passé le pic d'inflation. C'est ça qui va jouer. Donc ça, c'est quand même un vrai soutien pour les marchés obligataires. Il y a beaucoup de liquidités qui restent quand même. Même si les banques centrales essayent d'en prendre, on voit qu'elles ont du mal et qu'il va en rester. Donc je pense qu'on restera quand même dans un environnement de taux bas
taux long bas. Ça sera autre chose sur la partie courte, mais au moins sur la partie longue. Donc ça, c'est quand même un élément qui va quand même inciter. Bas, c'est quoi aujourd'hui? Parce que 3,50 sur le 10 ans, c'est déjà bas américain, j'entends. Voilà, moi je pense qu'autour de 3,50, on va fluctuer. Alors beaucoup moins de volatilité, comme ça a été dit, je suis d'accord, parce que les ajustements ont été faits, mais je vois pas les taux, même s'il y a une petite amélioration conjoncturelle, je vois pas les taux maintenant remonter énormément. Il y a énormément de liquidités, trop d'incertitudes, des gens qui sont averses au risque, ont envie de prendre cette... Après, je vous dis juste un exemple. Regardez, vous êtes investisseur japonais, vous avez le choix entre mettre à 1% ou à mettre sur les États-Unis à 3,50 à 10 ans sans risque. Bon, ça se regarde, quoi. On dit que ça va être difficile d'aller beaucoup plus haut et que donc il y a vraiment des gens qui ont de l'appétit pour la dette. Donc moi, je pense qu'il y aura cet élément-là. Le monétaire qui redevient une classe d'actifs attrayante, qu'on le veuille ou non, c'est un couple rendement-risque. Mais aujourd'hui, si on le veut bien, oui. D'incertitude. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas ne pas mettre du monétaire. Avant, ça vous coûtait cher de mettre du monétaire, de ne pas prendre de risque, ça vous coûtait de l'argent. Maintenant, c'est plus le cas. Donc c'est quand même un vrai élément qui va freiner aussi l'appréciation du marché action. Après, sur le marché action, moi, je suis assez négatif ce premier trimestre. Je pense qu'il va y avoir une vraie force de rappel parce qu'on va pas être sur des scénarios aussi positifs. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il n'y a pas un scénario idéal qui se dessine et il y aura sûrement des belles forces de rappel. Et puis, du côté des banquiers centraux, je trouve qu'il y a un petit décalage entre ce qu'ils nous disent. Alors, on verra, ils peuvent changer d'avis, mais ce que perçoit le marché. Donc, il y a quand même des éléments de force de rappel. Après, je suis moins négatif. Une fois de ces forces de rappel de fait, je pense qu'il y a quand même du potentiel de hausse, mais ça ne sera pas une année exceptionnelle boursière parce qu'on n'a quand même pas un environnement qui s'y prête. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Yves Maillot, président de YAM Capital, Christian Parizeau, président d'Altair Economics, et Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments, étaient nos invités en plateau.